Salut à toutes, salut à tous, aujourd'hui on va parler d'Oriflamme, le premier jeu des frères Essling, Alex et Adrien Essling. C'est un jeu édité par Studio H. Pour 3 à 5 joueurs, les parties durent environ 20 minutes et c'est recommandé pour des joueurs à partir de 10 ans. La direction artistique a été effectuée par Forge Next et le graphisme par l'encre invisible. Voilà pour le générique, pour les présentations d'Oriflamme. On peut rajouter qu'Oriflamme vient de gagner le prix As d'Or Jeu de l'année au Festival du jeu de Cannes cette année, en février 2020. C'est un jeu de cartes donc qui a su séduire le jury du festival et qui a donc attiré pas mal d'attention sur lui. Je vais vous montrer comment on y joue très rapidement, puis vous donner aussi rapidement mon avis. On se lance tout de suite. Donc, dans Oriflamme, le roi est mort et 5 familles se disputent désormais le trône. Ça rappelle un peu le pitch d'une série connue qui vient de s'achever il y a pas longtemps. Le graphisme rappelle aussi un petit peu cet univers médiéval fantastique. Que c'est pas très grave, ce n'a rien d'officiel. Voilà les 5 familles, chaque joueur va choisir sa famille, va donc choisir sa couleur. C'est uniquement une question de couleur puisque tout le monde part avec exactement le même jeu de 10 cartes. Tout le monde aura un change-forme, un héritier, une carte complot, etc., etc. Donc chaque joueur en début de partie va prendre son paquet de cartes, le mélanger et aléatoirement défausser 3 cartes, ce qui fait que si on part bien avec les 10 mêmes cartes, on commence la partie avec un jeu de 7 cartes différents de ses adversaires. Donc voilà, j'ai retiré 3 cartes, je me retrouve avec 7 cartes qui ne seront pas les mêmes 7 cartes que celles de mes adversaires. Chacun commence également avec un point d'influence représenté par ce jeton et la partie se gagne à celui qui aura le plus de points d'influence puisque chaque famille, je le rappelle, se dispute le trône en essayant d'avoir le plus d'influence possible. Comment se déroule la partie? Et la partie se déroule en 6 manches, et à chaque manche, un joueur va jouer l'une des cartes de sa main dans la zone d'influence, je crois, au milieu de la table. Le premier joueur, qui est représenté par ce jeton, par cette grosse couronne, commence la partie en plaçant une carte au centre de la table. Donc d'abord, je regarde ce que j'ai, voilà les cartes que j'ai, je choisis la carte que je veux. Par exemple, je vais mettre celle-ci. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre cette carte. Allez hop, je mets cette carte ici au centre de la table, puis ça passe à un de mes adversaires qui lui va choisir de mettre l'une des cartes aussi, mais il a le choix de la mettre en début de file ou à la fin de la file. Par exemple, il va choisir de le mettre ici. J'ai même pas regardé ce que j'ai joué, c'est simplement pour vous expliquer comment jouer. Puis, ce sera le tour du joueur suivant, dans le sens horaire, de décider s'il veut la mettre en début de file ou à la fin. Par exemple, il va la mettre ici. On fait une partie à 3 joueurs, donc tout le monde a joué une carte. On passe à la deuxième phase de la manche en suivant le sens de la file, c'est-à-dire de gauche à droite. Chaque joueur propriétaire de la carte va décider s'il veut révéler sa carte et alors appliquer l'effet de la carte, ou s'il décide de ne pas révéler la carte, on va prendre un jeton point d'influence qui se trouve dans la réserve et l'ajouter sur la carte. Au fil des tours, il peut donc y avoir plusieurs jetons d'influence si le joueur à qui appartient la carte décide de ne jamais révéler sa carte à chaque tour. Les points peuvent s'accumuler. Disons que c'est le joueur jaune qui décide qui commence et qui décide de ne pas révéler sa carte. Un premier jeton va être posé sur cette carte, puis ça arrive à moi. Est-ce que je souhaite révéler ma carte ou non? Disons que je souhaite révéler ma carte. Hop, c'est un espion. L'espion me dit que je peux voler un point d'influence à un joueur dont l'une des cartes est adjacente à l'espion. Donc soit je vole un point d'influence au joueur à la licorne, soit je vole un point d'influence au joueur qui a le dragon, la famille du dragon. Par exemple, je vais prendre un point d'influence à cette famille, disons qu'il est assis là-bas, je lui vole un point d'influence de son paquet. Je rappelle qu'en début de partie, tout le monde a déjà un point d'influence, donc c'est possible de voler un point d'influence à n'importe quel joueur. Puis ça passe au joueur d'après, lui, je sais pas ce qu'il a joué, bah tiens, il décide de ne pas révéler sa carte, donc un point d'influence se pose sur cette carte. Et c'est la fin du premier tour, le jeton premier joueur va être passé au joueur suivant dans le sens horaire, et on va recommencer un tour de jeu, chacun va décider de jouer une carte en début de file ou à la fin d'une file.
ou, s'il le veut, sur l'une de ses cartes pour faire une pile de cartes. J'y reviens dans un instant. Disons que ce joueur décide d'aller ici. Ensuite, c'est lui qui va décider d'aller ici. Puis, c'est à mon tour. Je décide de mettre une carte. Allez, hop, je vais mettre celle-ci ici. Et on va, encore une fois, passer dans le sens de la file. On va prendre chaque carte une à une. Et chacun va décider s'il veut révéler sa carte ou pas. Je décide par exemple de révéler ma carte, c'est l'héritier. L'héritier me fait gagner 2 points d'influence si c'est le seul héritier dans la file révélée. Pour l'instant c'est le cas, donc je gagne 2 points d'influence de la réserve. Voilà, j'ai déjà 4 points d'influence. Ensuite, le joueur au dragon, qu'est-ce qu'il a joué? Lui, il décide de jouer ça, il va pas le jouer, donc il pas le révéler, pardon. Donc, 1 point d'influence. Ici, qu'est-ce que c'est? Je regarde. Hein. Hop, c'est celui-là. Il ne va pas non plus. Donc, encore 1 point d'influence qui s'accumule. Ça revient à l'espion. L'espion est actif. Donc, c'est mon espion qui peut voler 1 point d'influence au dragon ou 1 point d'influence à la licorne. Je vais voler 1 point d'influence à la famille de la licorne. Le point d'influence vient de devant le joueur et pas des jetons qui ont été accumulés. Puis on passe au joueur suivant, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc vous voyez qu'il y a une part de stratégie à mettre en œuvre sur les cartes que l'on veut révéler, quand les révéler, en sachant que lorsque le joueur jaune décidera finalement de révéler sa carte, il récupérera tous les jetons d'influence qui ont été accumulés jusque-là. Ça vient dans sa main et la carte sera révélée. Là, c'est le seigneur qui dit qu'il peut gagner 1 point d'influence, plus 1 point d'influence supplémentaire par carte adjacente qui lui appartient. Ce n'est pas le cas pour l'instant, donc il ne gagnerait qu'un seul point d'influence. Bien, ça c'est comment on joue à Oriflamme. Je vais faire un rapide tour d'horizon des 10 cartes pour que vous voyez quelles sont les stratégies à mettre en place, puis j'expliquerai la fameuse pile de cartes que j'évoquais tout à l'heure. Donc, je vais prendre un paquet de cartes, hop, comme ceci, et on va les regarder une par une. Le Seigneur, on vient de le voir. Le Seigneur, lorsqu'il est révélé, il gagne 1 point d'influence, plus 1 point supplémentaire par carte adjacente à sa famille. Donc au maximum, s'il est entouré par 2 cartes de sa famille, le Seigneur peut faire gagner 3 points par tour à son propriétaire. C'est pas mal du tout. Le soldat, quand il est placé, il permet d'éliminer une carte adjacente et il gagne 1 point d'influence pour la carte qu'il viendra d'éliminer. Par exemple, s'il est là, il va éliminer cette carte est éliminée, le soldat, hop, glisse tout ça, puisqu'il n'y aura jamais de trou d'espace dans la file de cartes, et le soldat gagne immédiatement 1 point d'influence, son propriétaire gagne immédiatement 1 point d'influence pour chaque assassinat, meurtre, comme vous voulez l'appeler. Au prochain tour, le soldat pourra éliminer cette carte, et ensuite celle-ci. Le propriétaire de la carte est toujours obligé d'appliquer l'effet d'une carte révélée, même s'il est en train d'assassiner une carte de sa famille. Il va gagner 1 point d'influence, mais il est obligé d'appliquer l'effet. Donc vous voyez qu'il ne faut pas non plus jouer un soldat stupidement, on va dire, parce que ça peut aussi nous faire perdre des cartes de notre propre famille. L'assassinat. L'assassinat, c'est un petit peu pareil que le soldat, sauf que cette carte, assassinat, permet d'assassiner n'importe quelle carte de la file, et pas uniquement une carte adjacente. On gagne aussi 1 point d'influence lorsque l'on assassine quelqu'un. La contrepartie, c'est que la carte assassinat est défaussée après avoir effectué son assassinat. Elle ne reste pas en jeu, donc c'est uniquement une seule fois durant le tour où elle est révélée. L'espion, on l'a vu, c'est voler 1 point d'influence. Le complot, je l'ai dit que à chaque tour où la carte n'est pas révélée, le propriétaire décide d'accumuler des points d'influence à chaque tour, il y a un nouveau point d'influence qui s'accumule sur la carte lorsqu'elle n'est pas révélée. Une fois que la carte est révélée, le complot permet de gagner 2 fois le nombre de points d'influence qui s'est accumulé sur cette carte. Donc, dans cet exemple, s'il y avait 2 points d'influence sur la carte au moment où elle est révélée, son propriétaire gagnerait 4 points d'influence. Le change-forme ou la change-forme permet de copier la capacité d'un personnage révélé adjacent. Donc si par exemple le ou la change-forme se trouve ici lorsqu'elle est révélée, elle pourrait copier la capacité d'un soldat et éliminer par exemple le soldat puisqu'elle aurait la même capacité. Au passage, vous notez
le fait que ça ressemble aussi beaucoup à ce qui se passe dans la série. Bref, l'archer, c'est aussi pour éliminer une autre carte, mais l'archer, ou plutôt l'archère dans ce cas-là, va pouvoir éliminer la première ou la dernière carte d'une file. Elle gagne aussi un point d'influence lorsqu'elle fait un assassinat. Le décret royal, déplacez une carte où vous voulez dans la file, puis le décret royal est défaussé. Donc lorsqu'il est révélé, par exemple, il est ici, il est révélé, on peut déplacer n'importe quelle carte dans la file, donc ça peut permettre deux choses. Si j'ai un soldat, je peux, par exemple, si un soldat avait déjà été activé, je peux le déplacer pour le réactiver juste après, donc faire un deuxième assassinat, mais ça peut permettre aussi, si c'est un soldat d'une famille adverse, de déplacer le soldat ailleurs pour éviter qu'il me tue, ou même pour éviter qu'il soit activé ce tour-ci, puisque on va activer le décret royal, le soldat il vire, et on va continuer le sens de la file sans que le soldat ait pu éliminer qui que ce soit. Voilà le décret royal, mais le décret royal est défaussé une fois qu'il a été activé. Ensuite, on a l'embuscade. L'embuscade, lorsqu'elle est révélée par un adversaire, par exemple, le soldat va tuer, bon c'est la même famille, mais disons que ce sont des familles opposées, le soldat va éliminer cette carte, hop, on révèle la carte, c'est une embuscade, l'attaquant est défaussé, le propriétaire de l'embuscade gagne 4 points d'influence, et c'est tout. Puis l'embuscade est elle aussi défaussée. Par contre, si c'est le joueur, dans ce cas-là, ce sont les mêmes familles, on reprend le même exemple, mais on voit que c'est bien la même famille, le soldat est obligé pour une raison ou une autre de tuer la carte ou d'éliminer la carte qui lui appartient, et c'est une embuscade. Le propriétaire de l'embuscade a révélé lui-même son embuscade et il gagne 1 point tout de même. Donc voilà. Et puis l'héritier, je pense l'avoir dit, si c'est le seul héritier de la file, son propriétaire gagne 2 points d'influence. Dans cet exemple-ci, cet héritier ne gagnerait pas les points d'influence parce qu'il y a un autre héritier, celui-ci ne gagnerait pas non plus les points d'influence parce qu'il y a un autre héritier. Voilà pour les 10 cartes, et avec ces 10 cartes, il va falloir réaliser des combinaisons, bien positionner ces cartes pour pouvoir éliminer d'autres cartes, permettre que des combinaisons se mettent en place. Et j'en arrive aux piles de cartes. Les piles de cartes peuvent être aussi une tactique, puisqu'un joueur, lorsque c'est son tour, peut décider de poser sa carte devant, comme d'habitude, derrière, mais aussi de poser sa carte sur une de ses propres cartes. C'est la même famille, j'ai le droit, et ceci permet de se protéger. Par exemple, s'il y a un soldat juste à côté, au lieu de tuer l'héritier, il va tuer cette carte qui le protège, et donc l'héritier jouera juste après et peut engranger des points. C'est un exemple, ça peut être aussi une carte assassinat qui se trouve juste en dessous et donc jouer 2 fois de suite. Il y a des capacités comme ça que l'on peut, des combos que l'on peut réaliser, on peut même empiler plusieurs cartes les unes sur les autres. Je ne sais pas si ça a beaucoup d'intérêt, mais ça peut se faire. Et voilà, vous savez tout donc sur les manières de jouer à Oriflamme, et je vais donner mon avis. Oriflamme, c'est pas du tout un jeu que j'attendais, c'est pas un jeu qui me faisait de l'œil, et pourtant, le fait qu'il ait gagné l'As d'or m'a intrigué forcément. Je me suis procuré le jeu, et je dois dire que j'ai été réellement surpris par la profondeur des parties que l'on peut, des combos que l'on peut réaliser avec simplement, on a 10 cartes en tout, on commence avec 7, et on va même pas jouer les 7 puisqu'il n'y a que 6 tours de jeu. Donc tout cela permet pas mal de réflexion en voyant ce que les autres ont joué, en essayant de deviner ce qu'ils ont joué. On voit tel joueur qui accumule beaucoup de points d'influence sur sa carte, on se dit est-ce que ça vaut le coup d'aller l'assassiner? Mais c'est peut-être une embuscade, peut-être que je ne vais pas le faire. Il y a aussi les assassinats. Quand est-ce qu'on va faire une carte assassinat? Est-ce qu'on va la combiner avec un décret royal pour pouvoir activer l'assassinat avant que son adversaire ne nous tue? Pas mal de choses finalement à faire avec ces 10 cartes, et je trouve que c'est vraiment excellent. C'est un jeu qui m'a réellement surpris, et donc que je recommande réellement à tous ceux qui veulent l'essayer. L'ambiance graphique, c'est sombre, c'est très sombre. C'est peut-être l'un des points qui m'a un petit peu déçu, même si je trouve que c'est très joli. Je trouve que c'est pas forcément un jeu qui nous invite réellement, visuellement en tout cas, qui nous invite à y revenir. C'est très joli,
mais c'est très sombre. C'est ce qui m'embête un petit peu. L'autre chose qui m'embête, et là c'est vraiment du détail, c'est la façon dont la boîte a été réalisée. Je sais, c'est du détail, mais ça m'embête. C'est une boîte fourreau. Je suis pas déjà un grand fan des boîtes fourreau. Attendez, je vais vous montrer ce qui m'embête réellement, avec tout le matériel rangé dedans pour faire un petit peu de poids. On va dire que c'est comme ça. Dans cette boîte fourreau, je sais que c'est rangé un petit peu n'importe comment, mais ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre. On met tout ça dans sa boîte et on la pose dans son étagère tranquillement, mais quand on va prendre la boîte, hop, il y a tout qui s'ouvre et il y a tout qui dégringole. Je sais pas pourquoi ça a été fait comme ça. Une boîte fourreau, c'est joli, c'est original, mais pourquoi est-ce que ça s'ouvre par le bas? Ça, je ne sais pas, et je me demande si c'est pas une erreur de production, je me demande si c'était pas fait pour être ouvert par le haut, puisqu'il y a l'encoche ici. Une fois comme ça, par le haut, ça marchait aussi. Et ce qui me fait dire que c'était comme ça, c'est que tous les visuels sont dans le bon sens si on le fait comme ceci. Ce qui n'est pas le cas lorsque on la tire par en dessous. Donc je me demande si c'est pas juste une erreur de production. Vous voyez, c'est un dégât. C'est un vrai dégât. Ne vous attardez pas sur ces dernières images de dégâts. Gardez en tête que Oriflamme, c'est un excellent jeu, que ça m'a énormément plu, je vous le conseille, c'est vraiment pas cher en plus. Je suis pas en train de faire de la publicité, je vous donne réellement mon avis sur Oriflamme. Merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut pour dire que vous avez aimé la vidéo. Même si vous n'aimez pas le jeu, mettez un pouce pour dire que vous avez aimé la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à regarder. Dans la description, il y a un lien qui va vous conduire vers une page où vous pourrez faire un petit don pour soutenir extralife.fr. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux et à laisser un commentaire. Je les lis tous et j'y réponds aussi. Merci beaucoup pour votre fidélité. À bientôt. Ciao!